Asmar, expert en criminalistique, près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous commencerons par la cyberguerre, ses tendances et défis pour la sécurité nationale. Mais bien avant de mieux comprendre ces enjeux, les enjeux de notre discussion, Monsieur Jean-Pierre, pourriez-vous éclairer l'audience sur ce que c'est la cyberguerre? Hier, on a parlé de cybercriminalité, etc. La cyberguerre, qu'est-ce qu'on entend par cyberguerre? Alors, déjà, on va faire vite fait un petit contexte. Donc, quand on parle de cybersécurité, on parle de sécurité générale, protection des entreprises, savoir-faire civil, patrimoine informationnel, etc. Lorsqu'on parle de cybercriminalité, on y a ajouté donc le suffixe criminalité, on parle forcément de délit pénal. Donc ça veut dire des cybercriminels, des gens qui portent des atteintes au système automatisé de données. Et enfin, quand on parle de cyberdéfense, le terme défense s'applique à quelque chose de souverain. Donc c'est la souveraineté de l'État. Dans le cadre général, on va avoir toutes les unités qui dépendent du ComCyber des armées et donc du chef d'état-major de l'armée. Mais le défi est beaucoup plus large puisque ça va toucher également tous les opérateurs d'intérêts vitaux pour l'État, toutes les infrastructures d'État qui peuvent être un peu au carrefour entre le militaire mais également le civil. On a des grands événements qui peuvent se trouver au carrefour des deux, protection des populations, protection de la souveraineté de l'État, mais également de toutes les infrastructures qui l'accompagnent. D'accord, d'accord. Bah alors, la sécurité nationale, ces défis, qu'en est-il en France? Alors en France, on a commencé à parler de cyberdéfense dans les années 2006, mais vraiment avec des premiers balbutiements. Ensuite, en 2009, a été créée donc l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a un mix un petit peu entre du civil, mais ils ont un petit volet quand même de souveraineté et puis de protection des infrastructures vitales de l'État. Les OIV, qu'est-ce qu'on entend par OIV? Donc c'est opérateurs d'intérêts vitaux. Ce sont les grandes entreprises, les grandes structures sans lesquelles l'État ne peut plus fonctionner. Les chemins de fer, ça peut être les aéroports, ça peut être l'eau aussi. En tant qu'homme, on a besoin d'eau potable pour boire. Donc tout ce qui concerne l'eau potable, tout ce qui concerne les centrales nucléaires, électriques, etc. Nos hôpitaux, et en France on a eu énormément d'attaques sur nos hôpitaux, et les infrastructures étatiques civiles comme les mairies, tous les ministères, etc. D'accord, bah, restons dans le contexte de la sécurité nationale. On a les JO qui arrivent, bien sûr. Donc à partir de 2012, un sénateur, M. Bockel, s'est emparé du sujet et il a vraiment, lui, dans un rapport, indiqué qu'il fallait créer des infrastructures d'État pour protéger ce territoire numérique qu'on ne voit pas forcément, mais qui en fait nous entoure en permanence. Donc de là a été créé le ComCyber des armées, le ComCyber de la gendarmerie, et plus proche de nous, le ComCyber du ministère de la Défense. On abordera en deuxième partie de la présentation, je rentrerai un peu plus dans les détails. Pour les JO, grands enjeux, français mais également planétaires, puisque de nombreuses nations participent aux JO. De grands risques, risques de cybercriminalité avec possibilité de faux billets pour entrer aux Jeux Olympiques, d'atteinte sur les systèmes de communication, mais également des risques cyber autres que vont être par exemple les drones, avec la possibilité d'attentats comme on a déjà connu à Paris et en France de façon régulière, et on a vu encore il y a très peu de temps les attentats sur Moscou. Donc il a été créé un commandement unifié
opérationnel. Donc ça va être en fait une grande entité qui regroupera police, gendarmerie, la douane, les préfets, etc., etc. Donc un seul commandement unifié et des SOC qui vont s'occuper, donc c'est Cisco qui va monter le SOC principal avec une intelligence artificielle qui va être en mesure de détecter, d'essayer de détecter en temps réel les menaces et de pouvoir permettre d'interagir. La différence avec tout ce qui s'était fait jusqu'à présent, c'est que chaque fois qu'il y avait eu des JO, il avait été mis en place des SOC par nation, par équipe, etc. Il n'y avait pas un SOC unifié. Donc là, ils ont pris l'option en se disant, s'il y a une menace qui arrive, ben, il faut agir très très vite. Il faut que la chaîne de décision opérationnelle qui prenne l'enjeu et l'action, elle intervienne tout de suite. Donc il faut une tête unique, et c'est ce fameux SOC pour pouvoir piloter l'ensemble du dispositif. Parfait. Je pense qu'on a bien compris les tendances et défis de la sécurité nationale en France. On va parler du Maroc maintenant. Je pense que je vais laisser la parole au professeur Derdavi. Alors, vous me demandez un peu de brosser l'état des menaces sécuritaires sur le plan national. Donc, je vais parler du Maroc, c'est mon domaine de compétences. Et je vais vous passer un message qui est pour moi très clair, c'est que l'état de menace sur la sécurité nationale, quand je parle de menaces générales, j'inclus les menaces de cybersécurité. C'est le sujet de notre séminaire, de notre rencontre durant ces 3 jours de forum, mais je vais inclure tous les autres types de menaces transverses. Et malheureusement, je vais vous dire que jamais l'état des menaces, le défi de gérer les menaces n'a été aussi alarmant et l'état des menaces n'a été aussi grave que l'état actuel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors vous allez peut-être me dire que ce constat est alarmant. Malheureusement, le travail d'analyste géopolitique qui traite des questions sécuritaires et d'essayer d'analyser les menaces et les évaluer, malheureusement, l'état actuel est alarmant, la situation va mal et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, sans répéter tout ce qu'on a dit hier et avant-hier sur les menaces cyber, tout un tas de types de menaces anciennes sont en train d'être exacerbées. D'abord, des menaces sur le plan de sécurité intérieure. Alors, jamais la criminalité, la délinquance et même l'incivilité n'a été aussi grande qu'aujourd'hui. Je pense qu'on le constate quotidiennement. On a de plus en plus d'agressions, de plus en plus d'affaires de vol. On a de plus en plus d'affaires liées à tout ce qui est agression sexuelle, viol, etc. Malheureusement, la gente féminine ne s'est jamais sentie autant menacée, autant agressée. Donc ça, c'est sur le point de vue de la criminalité, de la délinquance. Au niveau des menaces extraterritoriales, donc les menaces transfrontalières qui concernent le grand banditisme, les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains qui sont liés à l'immigration clandestine, malheureusement, on fait le même constat. Vous allez me dire, pour le constat des analystes géopolitiques est toujours alarmant ces derniers jours. Alors je vais vous dire un peu comment se fait le travail d'analyse géopolitique. C'est un travail de veille quotidienne. C'est un travail de veille politique. On essaie de comprendre quelles sont les spécificités politiques dans chaque pays. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate malheureusement, alors je parle pour le Maroc, mais aussi pour tous les pays dans la région, que ce soit les pays maghrébins, les pays de l'Europe du Sud, avec lesquels nous avons beaucoup de liens, c'est qu'il y a une montée des extrêmes au niveau politique.
il y a une montée du sentiment nationaliste et ultranationaliste. Qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre la montée des extrêmes. Alors on le vit de manière très visible en Europe. En Italie, c'est un gouvernement d'extrême droite. En Espagne, le mouvement Vox, qui est un mouvement qui est nouveau, qui est né il y a quelques années, qui monte énormément en popularité. La France, il y a le risque toujours de peut-être du passage du Front National à la présidence pour la première fois dans un pays qui est connu pour sa tolérance, pour le respect des droits de l'homme, etc. Mais ce qu'on constatait en France et en Europe, on commence aussi à le constater chez nous en Afrique. On a vu dernièrement en Tunisie une campagne politique très agressive contre les migrants, et les migrants qui plus est d'un même continent. On remarque ça aussi dans tous les pays de la rive sud de la Méditerranée, qui accueillent en grande partie les migrants venant des pays du Sud pour des raisons soit économiques, soit écologiques. On sait que maintenant, le risque écologique est de plus en plus grave et l'impact de ce risque écologique sur les populations est de plus en plus ressenti. Je ne vous apprends rien, on a tous vécu ces deux dernières années, des années, on va dire, très spéciales sur le plan du climat, des records de chaleur qu'on n'avait jamais connus, des épisodes de sécheresse. Donc le Maroc connaît une des pires sécheresses que nous avons connues dans l'histoire du pays. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont faire que les migrations, que les mouvements de population vont aller en s'accroissant. Et si on ajoute enfin le dernier point, qui est l'instabilité politique et sécuritaire, qui cause tous ces mouvements de réfugiés, le constat est clair, c'est que la migration va devenir un des enjeux majeurs de l'humanité. Et quand je dis l'humanité, je nous mets tous ensemble. Alors l'Europe, actuellement, est le continent qui reçoit ces flux migratoires, mais d'autres pays, le Maroc va recevoir des flux migratoires, les pays du Maghreb, qui sont sur la route, normalement, de l'immigration, qui était juste on va dire, un territoire de transition, vont aussi devenir des territoires où la population va s'installer. Donc ça, c'est le contexte politique général. À côté, il y a un contexte économique qui est malheureusement aussi alarmant. Pourquoi? Parce que tous les pays du globe connaissent une inflation liée en particulier à la montée des conflits et des guerres à travers le monde. Donc le conflit impactant, c'est le conflit russo-ukrainien. Il dure depuis 2 ans. On ne voit pas encore d'issue à cette guerre. Et tant que cette guerre va continuer, donc c'est une guerre qui oppose 2 nations, à l'inverse des conflits asymétriques que l'humanité a connus durant ces 20 dernières années. Les conflits asymétriques, c'est quand les États-Unis, en tant que première puissance militaire mondiale, fait la guerre aux talibans, qui est un groupe ou une milice. Donc c'est une armée super puissante qui fait une guerre contre une milice. Donc l'impact de la guerre, il est uniquement local. Quand on a un conflit de haute intensité, où l'on voit s'affronter 2 armées extrêmement fortes sur le plan militaire, soutenues par 2 camps, donc l'Ukraine soutenue par le camp occidental. Donc quand je parle de soutien, c'est un soutien financier, c'est un soutien militaire surtout, en armement, en chars de combat, en avions, en missiles, etc. Donc ce type de guerre de haute intensité cause beaucoup de dégâts humains sur le terrain, mais cause beaucoup d'instabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette étincelle qu'une guerre globale, une guerre mondiale se déclenche. On sait qu'il y a des avions de l'OTAN qui font de la surveillance à proximité du territoire ukrainien et le territoire russe pour soutenir les Ukrainiens dans le domaine du renseignement. Une étincelle peut venir juste du fait qu'un avion russe tire sur un avion américain et on a un risque de déclenchement d'une guerre mondiale. Et malheureusement, le contexte géopolitique, donc actuellement cette guerre, a beaucoup d'impact sur le plan économique au niveau mondial. Les impacts, on les a vus. La hausse immédiate des prix du carburant, des prix du gaz
Et tout ça a des implications sur les produits de première nécessité. Et c'est en fait le citoyen, à travers tous les pays du monde, qui paye le prix de cette guerre. Et le contexte économique peut avoir des implications sur le contexte social, parce que dans plusieurs pays, la classe moyenne, la classe pauvre n'a plus les moyens pour subvenir à leurs besoins primaires et payer ces hausses de prix du carburant, les produits de première nécessité, etc., etc. Et on a enfin le contexte géopolitique global. Et dans ce contexte géopolitique global, en plus de la guerre russo-ukrainienne, on a actuellement ce qu'on peut appeler le conflit israélo-palestinien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un conflit qui suscite beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que c'est un conflit qui est très ancien. Les origines, les racines du conflit remontent à 1948. C'est un conflit qui découle d'un conflit à la base politique de territoire, et malheureusement ce conflit exacerbe les tensions à travers le monde. Donc dans chaque pays est touché directement ou indirectement par ce conflit à travers un débat national qui est souvent houleux, à travers des manifestations dans les rues, etc., etc. Donc tout ça pour dire que le contexte de sécurité, donc vous avez remarqué que j'ai un peu brossé un contexte plutôt au niveau mondial, au niveau régional, pour parler du contexte national. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où la mondialisation est la première, on va dire, c'est ce qui impacte la vie au sein des pays. C'est pour ça que dans tous les départements étatiques font une veille géopolitique. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde pour anticiper ce qui va se passer dans notre pays. C'est valable pour toutes les crises politiques, économiques. Vous vous rappelez la crise de 2008 des subprimes qui a commencé aux États-Unis. On a vécu par la suite une vague de crise économique qui a touché petit à petit l'Europe, l'Asie, puis le reste du monde. Et c'est le cas de toutes les crises, la crise Covid aussi, on se rappelle. Je vais parler du point de vue marocain. On a vu la crise éclater en Chine. On a vu ça avec un œil curieux, quelque chose de nouveau qui se passait. On s'est tous dit que la Chine, avec la puissance de l'organe, de l'appareil étatique, qui est très bien verrouillé, donc sans rentrer dans les détails, est-ce que c'est un régime autoritaire ou pas, toujours est-il qu'on a toujours eu cette image de la Chine comme un État fort, capable de passer outre les crises intérieures. Mais petit à petit, ce château de cartes s'est effondré. La crise sanitaire a touché l'Europe, a touché tous les autres pays. Donc tout ça pour vous dire qu'on est dans un monde globalisé. Et ce qui vaut pour les menaces de tout type vaut aussi pour les menaces de cybersécurité. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de la criminalité, j'ai parlé des conflits géopolitiques. Donc la différence, c'est que la criminalité, les auteurs qui sont derrière la criminalité, ce sont des groupes criminels, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs qui ont un but uniquement lucratif, de gagner de l'argent. C'est le cas pour les trafiquants de drogue, pour les trafiquants de traite humaine, les réseaux d'immigration clandestine, mais la menace peut aussi parvenir d'un État, soit un État rival, un État ennemi, avec lequel on a un contentieux territorial, un problème de territoire, un problème de ressources naturelles qu'on convoite tous les deux. Par exemple, le conflit naissant entre l'Égypte et l'Éthiopie autour de l'eau du Nil, qui est devenue une des ressources les plus vitales. Alors, dans les années 40, l'or, c'était l'or noir, c'était la ressource la plus convoitée. On est passé par plusieurs phases. Actuellement, la ressource la plus convoitée, c'est l'or bleu. Donc, tout ça fait que les tensions s'accroisent, les causes et les origines de crise et de conflits sont de plus en plus multiples. Donc, pour un État, il faut faire attention aux menaces venant de l'intérieur, donc j'en ai parlé, on pourra peut-être encore les détailler tout à l'heure, mais également les menaces venant du contexte international. Et pour revenir et conclure sur ce petit point du cyber,
c'est que le cyber, c'est un nouveau espace qui est propice pour toute activité criminelle et pour toute activité hostile envers un État adverse. Je parle de façon très simple. Un criminel qui veut se faire de l'argent, qui va se spécialiser dans le vol, dans le braquage, c'est une activité pour le criminel qui comporte beaucoup de risques. Le risque, un risque physique, parce que pour avoir le butin qu'il veut gagner à travers un braquage, etc., il va avoir recours à des armes, il peut être arrêté par des policiers, et surtout s'il est attrapé, et c'est ça l'élément le plus important, il encourt des peines de prison privatives de liberté qui sont très lourdes, alors que le cybercriminel agit derrière un voile. On commet une infraction en étant à des milliers de kilomètres de notre cible. On a très peu de chances d'être déjà identifié. Vous le savez mieux que moi, donc ceux qui travaillent un peu dans le domaine technique, c'est très difficile de connaître quelle est l'origine exacte du hacker qui a fait l'acte malveillant. Il est encore beaucoup plus difficile de l'arrêter et de le faire comparaître et qu'il paye pour ses crimes. Et la même chose pour les États, où on préfère de plus en plus avoir recours à des attaques cyber contre des OIV, contre des intérêts souverains d'un État adverse. Il n'y a pas ce risque d'abord d'être condamné par la communauté internationale. On a vu dernièrement un échange de tirs entre Israël et l'Iran. Donc sans rentrer dans le débat qui a raison, qui a tort, c'est une question plutôt juridique, un peu complexe, géopolitique. On reste juste sur le côté qui nous intéresse, c'est que l'Iran, en tirant directement pour riposter d'après l'attaque d'Israël contre un consulat iranien en Syrie, l'Iran a attaqué directement le territoire israélien. Résultat de cette attaque, c'est qu'une grande partie de la communauté internationale, les États-Unis et les alliés, ont sanctionné économiquement l'Iran. Quand on passe à travers une attaque cyber, qu'est-ce qu'on fait? On se prémunit contre ce type de sanctions économiques qui peuvent peser très lourd sur les caisses et sur l'économie d'un pays. D'accord, d'accord. Bah, vous avez parlé des États-Unis même. Donc en parlant des États-Unis, en 2021, pour un article pour Média 24, vous avez évoqué, selon un index, les États-Unis comme étant première puissance mondiale en matière de cyberguerre, et que le Maroc s'apprêtait bien sûr à renforcer ses capacités dans le domaine. Bah, aujourd'hui, 3 ans après, nous sommes en 2024, quelle est la situation? Quelle est la situation dans ce domaine? Alors, si on veut parler de capacité de cyberdéfense pour un pays, il est très difficile d'évaluer quelles sont les réelles capacités de cyberdéfense, que ce soit pour un pays ou pour une organisation. En fait, quand est-ce qu'on sait le niveau, on va dire, de cyberdéfense, de cyberprotection d'une organisation? Par exemple, une banque qui a été touchée par une attaque. Je prends l'exemple de Bank of Africa. C'est une banque marocaine dont la filiale a été touchée au Mali. Et en fait, on se rend compte du niveau de cyber-résilience d'une organisation le jour où elle a subi une attaque. Enfin, je parle pour l'opinion publique générale, pas pour les gens qui travaillent à l'intérieur de l'organisation, qui connaissent peut-être les failles, les limites de leur système, mais pour les experts à l'extérieur, on se rend compte des vraies capacités quand une organisation subit une attaque. Alors la même chose pour un pays, et plus je dirais en termes cyber. Par exemple, je vous dis très clairement, il est plus facile de connaître la puissance militaire d'un pays sur le plan strictement militaire. Donc, quand je parle militaire, c'est le classement des armées dans le monde. On sait que les États-Unis sont très loin devant. On sait qu'en deuxième position, on a la Russie, la Chine, etc. On se base sur quoi pour faire ce classement? On se base d'abord sur le nombre d'armes, de matériel, le nombre de porte-avions qu'a les États-Unis, le nombre de chars, le nombre d'avions de chasse, etc., etc.
Donc on fait un bilan selon le matériel et les équipements militaires. On fait un classement selon les technologies. On peut avoir un grand nombre de chars, mais ce sont des chars d'ancienne technologie. Si par exemple un pays a ce qui se fait de mieux en termes de chars, ce sont les chars les plus récents, les chars Abrams américains, on peut estimer que grâce à cette nouvelle technologie qui peut se défendre contre les armes anti-chars, la technologie permet d'avoir un avantage sur l'ennemi. On a d'autres critères qui est le nombre de combattants. Dans telle armée, l'armée chinoise, c'est l'armée qui a le plus grand nombre de combattants à travers le monde, etc., etc., etc. On peut parler de la logistique, on peut parler des capacités en renseignement. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir des armes, il faut avoir aussi les capacités pour avoir le renseignement et savoir ce qui se passe dans le camp ennemi. On a vu de très près quel est l'apport du renseignement dans la guerre Russie-Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est le premier conflit à l'ère de l'humanité où la guerre est suivie en mondovision. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque soir, quand on allume la télé, qu'on regarde des journaux télévisés, on voit des cartes, on sait quel est l'état de l'avancée des troupes russes, ou bien en contrepartie, quel est l'effet de la riposte de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'on a des satellites, on a des outils qui sont l'OSINT, on a des experts qui en ont parlé hier très bien, qui ont d'ailleurs évoqué cette guerre Russie-Chine, et à travers ces outils, à travers la technologie, à travers le renseignement, on peut avoir un avantage très important sur l'ennemi. Je prendrai aussi un dernier exemple. Donc le début de ce conflit actuel à Gaza a commencé par l'attaque du 7 octobre. Cette attaque qui a été planifiée en secret par les milices du Hamas contre Israël, qui est reconnu comme étant la première puissance militaire de la région. Donc on se pose la question comment une milice qui est constituée de 30 000, 40 000 hommes, avec des moyens beaucoup moins avancés que l'armée israélienne. L'armée israélienne, je le rappelle, a les dernières technologies en matière de missiles, de radars, de drones, etc. Comment elle a été surprise? Tout simplement grâce au renseignement. Donc tout ça pour dire que pour évaluer les capacités de cyberdéfense d'un pays, c'est très difficile. Ce n'est pas feasible, ce n'est pas quantifiable, mais par contre, nous avons un seul think tank qui l'a fait, c'est l'International Institute of Strategic Studies, qui a, pour la première fois, publié un classement des puissances mondiales les plus importantes en matière de cybersécurité. Dans ce classement, on trouve bien sûr les 5 pays, les 5 puissances qui sont au sein du Conseil de sécurité, donc dans l'ordre de la plus grande puissance, la plus importante à la moins importante, on a les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Ce sont en même temps les 5 puissances les plus fortes en matière de capacité de cyberdéfense. On trouve en deuxième lieu des pays asiatiques comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme Israël, comme l'Iran, mais on ne trouve, donc pour revenir sur le plan régional, aucune puissance africaine, malheureusement. Ce qui fait que les puissances africaines, en termes de cyberdéfense, en termes de défense et de protection de leur OIV, des intérêts stratégiques du pays, peuvent être, en cas de conflit, en cas même sans rentrer dans un conflit, on sait que la diplomatie actuellement au niveau mondial est très agressive. Quand on est sur des dossiers d'exploitation des ressources, donc de pays qui sont limitrophes, qui ont un conflit sur la zone maritime, des fois il peut se régler ce conflit à travers des attaques cyber. Je rappelle, c'est ce qui s'était passé à travers la première attaque cyber au monde qui a été répertoriée de la Russie contre l'Estonie en 2007, si vous vous rappelez. Ça a été je pense que ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails, on en a discuté, mais c'est vraiment le premier exemple d'une attaque cyber où un pays, en l'occurrence la Russie,
qui n'étaient pas d'accord avec les choix politiques de l'Estonie. Donc au lieu de mener une opération militaire, une agression militaire qui aurait été condamnée avec des sanctions, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Une attaque cyber de grande envergure qui a paralysé tout le pays. Donc quel est le but de cette attaque? On sait très bien que le pays qui subit les attaques a des plans de continuité d'activité, peut-être qu'il y aura un prix à payer sur le plan financier, mais on va recouvrir toutes ces capacités. En fait, c'est un message lancé. C'est que nous avons une capacité offensive qui peut vous porter un coup sur le plan économique, politique, etc. etc. Donc c'est ça l'importance actuelle de l'arme cyber quand elle est utilisée par un État qui a les capacités cyber nécessaires contre un État rival ou un État adverse. D'accord. Professeur Derdabi, on va rester dans le contexte du Maroc. On a parlé des tendances et défis de la sécurité nationale, du côté français, du côté marocain. Et maintenant, on va plonger dans le côté géopolitique. Professeur Derdabi, la cyberguerre ne connaît pas de frontières et ses effets peuvent être ressentis bien au-delà des limites nationales. Donc, pourriez-vous nous expliquer quelles sont les implications géopolitiques spécifiques de la cyberguerre pour le Maroc et comment ces dynamiques affectent les relations et la sécurité régionale dans le Maghreb et au-delà? Alors, si on parle des risques géopolitiques pour le Maroc dans sa région, j'ai parlé tout à l'heure des risques globaux au niveau international. Les risques géopolitiques régionaux concernent des menaces qui sont limitées dans un cadre régional. Une des menaces importantes que l'on trouve au niveau de la région du Maghreb, de l'Afrique de l'Ouest, c'est la menace terroriste, donc tout le monde le sait. Après la coalition internationale qui a visé l'État islamique qui avait un territoire au niveau de l'Irak et de la Syrie, donc ce qu'on appelle Daesh. Daesh a été vaincu territorialement, a été chassé de ce territoire, mais l'État islamique s'est déplacé vers un autre territoire qu'il contrôle actuellement, c'est le territoire du Sahel. Donc quand je parle de Sahel, les principaux pays qui sont touchés, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est le Niger. Et l'épicentre de cette menace terroriste se trouve au niveau de ce qu'on appelle la zone des trois frontières. Donc c'est un triangle qui regroupe les territoires qui se trouvent à l'intersection des trois pays. Alors ça, c'est une menace qui est très importante. On peut se dire naïvement, la menace terroriste se trouve à l'intérieur de ces pays. Entre ces pays et le Maroc, on a d'autres pays qui sont intermédiaires. Comment cette menace peut rejaillir sur le Maroc? Je vais vous dire que cette menace peut rejaillir sur le Maroc, mais aussi sur tous les pays du pourtour méditerranéen. Et cette menace d'ailleurs a touché la Russie. Au cœur de la Russie, dans l'attentat de Moscou, que Moscou a connu il y a un mois, avec un bilan très lourd de plus de 100 victimes, dans un pays qui est connu pour avoir des services de renseignement de très haut niveau. On sait, ce n'est pas la peine de revenir sur la qualité des services de renseignement russes. Les Russes mettent beaucoup de moyens, ont une culture du renseignement bien ancrée dans le pays, mais malgré tout ça, ils ont été victimes et ils ont été touchés en plein cœur de Moscou. Donc il y a cette menace terroriste, et j'ajouterai une autre menace qui est conjoncturelle. Tout à l'heure, Jean-Pierre a parlé des JO à Paris, et il est normal que tous les organes de l'État français donnent la priorité à la gestion de tout ce qui est menace sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'un événement comme les JO charrie un grand nombre de touristes et de visiteurs. J'ai vu cette statistique il y a une semaine. La France reçoit chaque année 85 millions de touristes. C'est le premier pays en termes de touristes étrangers. La France table sur plus de 100 millions de touristes l'année des JO. Donc imaginez comment est-ce qu'on peut gérer tout ce flux de touristes. Pour le Maroc, c'est la même chose. L'année prochaine, le Maroc va accueillir la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition régionale. Elle n'a pas la dimension
de la Coupe du Monde de football, mais c'est tout de même une compétition qui va regrouper, donc on est passé de 16 à 32 nations actuellement, avec la dernière CAN, et on s'attend, je suis sûr que les services étatiques, les services de la Défense nationale, de la gendarmerie, de la police, la DGSSI sont déjà en train de travailler sur des plans pour gérer une menace qui va toucher la bonne organisation de cet événement. Et je pourrais vous citer par exemple un scénario de catastrophe qui pourrait toucher l'organisation de la CAN 2025. C'est que si un pays ou plusieurs pays veulent viser le Maroc par une attaque cyber massive, qu'est-ce que ça pourrait entraîner par exemple comme dégâts? On pourrait d'abord toucher les aéroports du Maroc. Donc, si les aéroports sont touchés, si l'exploitation du trafic aérien s'arrête une journée ou deux avant le début de la compétition, vous imaginez, c'est toute la compétition qui est ruinée. Si on arrive à toucher quelque chose qui est très simple, nous avons le match d'ouverture de la CAN, qui est avec la finale, les deux événements phares, où toute la communauté internationale ou africaine va se mettre à côté de la télévision. Si on arrive juste à travers une attaque par déni de service, on arrive à couper la lumière dans le stade qui va accueillir la cérémonie d'ouverture et le match, imaginez l'impact que ça aura sur l'image du royaume. Sans parler sur tout le reste. On peut toucher les moyens de transport, le système bancaire, etc., etc., etc. En sachant que les autorités du pays à ce moment-là seront occupées pour gérer et la menace cyber et la menace terroriste, j'en ai parlé, parce que la menace terroriste demande beaucoup plus de moyens sur le terrain, les menaces de criminalité, les pickpockets qu'on va retrouver autour des terrains, la menace de la guerre de l'information. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé durant le mondial au Qatar. On a eu toute une campagne de dénigrement 3 mois, 4 mois avant le mondial, alors que les autorités étaient occupées à organiser la sécurité. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, les pays actuellement n'ont plus les moyens pour s'occuper de manière autonome de leur propre sécurité lors d'événements internationaux. Le Qatar a fait appel à la France. Alors nous, c'est le cas. Là, pour les Jeux Olympiques, vont arriver des policiers d'un peu toutes les nations pour renforcer les unités de police française. Police-gendarmerie, pendant toute la durée des Jeux Olympiques, aucun droit à congé. Ils ont essayé de renforcer ça par des entreprises de sécurité privée, mais comme il y a une grosse déficience de main-d'œuvre, on a de grosses difficultés à pouvoir avoir assez d'hommes sur le terrain pour pouvoir protéger l'ensemble des sites disponibles. Deux petites choses aussi que Nizar a commencé à évoquer, mais dont on n'a pas parlé. Un grand risque, les câbles sous-marins. Les câbles sous-marins mondiaux qui relient les continents au niveau de l'Internet. Nous, par exemple, à Marseille, on a un des très gros hubs de câbles sous-marins qui relie pratiquement toute la planète, puisque un des câbles sous-marins de Marseille traverse la mer Rouge et va jusqu'en Inde. C'est des gros nœuds de communication Internet. Vous avez vu qu'il y a eu un câble sous-marin dont on ne sait pas trop pour l'instant si ça a été un accident ou un attentat qui a été détruit donc au large de l'Afrique. Et on a eu 25% pendant quelques jours de l'Internet mondial qui était coupé. Couper l'Internet mondial, c'est comme le disait Nizar, couper le financier. Il y a de la redondance, c'est certain, mais regardez dans vos poches, vous avez encore beaucoup de dirhams ou beaucoup d'euros en espèces? Non. Vous allez payer avec votre carte bleue, vous allez payer avec votre smartphone. Demain, il n'y a plus d'Internet mondial, il n'y a plus de système monétaire qui fonctionne. On fait comment? Comment on fait pour les échanges? Donc ça, c'est une des résiliences à réfléchir.
Câble sous-marin en mer Rouge, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, on a eu le pipe qui a eu l'attentat, vous savez, pendant la guerre en Ukraine, qu'on a attribué d'abord aux Russes, après aux Américains, après, bon, on serait sur les Ukrainiens, bon, peu importe. Ces câbles sous-marins, donc là-haut, dans la mer Baltique, et puis tout ce qu'il y a en haut, ils sont très profonds, donc difficiles pour y accéder. Par contre, si je fais une tentative pour exploser les câbles sous-marins quand ils démarrent à Marseille, ils sont peu profonds. Les câbles sous-marins, la mer Rouge, elle est très peu profonde. Je crois que c'est 200 mètres de profondeur pour pouvoir aller atteindre certains fonds dans la mer Rouge. Donc très facile, même pour des plongeurs. Les grandes nations, ils ont des nageurs de combat qui sont capables de descendre à des très grandes profondeurs avec des petits sous-marins, des systèmes sans oxygène, etc. Donc on se dit, ceux-là, bon, ok, les câbles sous-marins, s'ils veulent y porter atteinte, ils y portent atteinte. Mais 200 mètres de profondeur, même un nageur qui a un petit peu de connaissances en plongée et qui n'est pas un expert de la plongée en haute profondeur, il va être capable d'aller mettre une charge sur ces câbles sous-marins. Autre phénomène dont parlait Nizar, il a précisé l'industriel. Moi, je ferai un focus sur les SCADA. Je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les SCADA. Ce sont de petits automates de l'industrie qui sont pilotés informatiquement. Donc c'est Siemens, différentes entreprises qui en produisent. Les SCADA, c'est pas de firewall, c'est pas de protection antivirus, etc. C'est relativement facile à atteindre. Est-ce que vous savez où il y a des SCADA? Dans les aéroports, Nidal en a parlé, dans les navires, dans toute l'industrie, dans les chemins de fer. Je prends un exemple, je veux faire un attentat. Nous, on a connu l'attentat de Nice, camion, on a connu l'attentat du Bataclan, Kalachnikov, mais personne n'a encore eu l'idée de faire percuter 2 TGV en pleine vitesse sur la même voie de chemin de fer. Je prends le contrôle, je ne sais pas ici, la ligne TGV, elle va de où? De Rabat jusqu'à Tanger-Casa. Donc je prends Tanger-Casa, et je prends le contrôle d'un des aiguillages entre Tanger et Casa. Je dis au TGV Tanger-Casa de passer sur la même voie de chemin de fer que le TGV qui fait Casa-Tanger. Les 2 TGV se percutent à pleine vitesse. Vitesse du TGV, 320. Hein. Un TGV complet, combien? 1000 personnes? Facile. 2000 personnes, les 2 convois, qui se percutent à pleine vitesse, catastrophe. Nizar a parlé de l'eau potable. Les SCADA, ils pilotent quoi? Ils pilotent la mise en conformité de l'eau avec le fluor, avec le chlore, etc. Je dis simplement au dispositif, vas-y, mets du fluor, beaucoup, beaucoup. Le fluor, on ne le sent pas forcément, mais il est nocif pour nos organismes. Je pollue l'eau. Donc voilà toute une série de nouvelles technologies, enfin qui ne sont pas très nouvelles, mais dont maintenant, que ce soit et d'un côté les cybercriminels, et de l'autre côté des activistes, parce on n'a pas trop parlé de ça aussi, mais on peut avoir tous les activistes politiques, les Anonymous, d'autres activistes généraux qui, eux, ils ne vont pas faire ça pour du pécunier. Pour vous donner un exemple, le pécunier, la cybercriminalité, c'est quand même 6 000 milliards de dollars. Hein. D'accord. En moyenne. Donc une masse financière aussi énorme, forcément, elle intéresse des petits criminels, mais maintenant de plus en plus des vraies mafias qui voient le vent tourner et qui se disent nous aussi on va passer au Bitcoin, nous aussi on va passer sur des technologies numériques, et comme le disait Nizar, je vais braquer la petite épicerie du coin, il n'y a plus d'argent, de toute façon je ne vais rien récupérer, allez je récupère 10 000 dirhams, cour d'assises, parce que c'est un crime fait avec armes et il y a peut-être du sang. Arnaque au président. Jiber Shleki, c'est un Israélien qui est d'ailleurs en Israël, puisqu'il a commis les arnaques au président sur la France, et ensuite il s'est enfui en Israël. 3 années où il a arnaqué Michelin, tous les grands du CAC 40, 40 millions d'euros. Le ratio, il est où? Il est sur la cyber. Hein. Il vaut mieux que je fasse de la cyber, je me fais arrêter, qu'est-ce que je vais prendre? 2-3 ans de prison, j'ai ramassé 40 millions d'euros.
À côté, je fais un crime, cour d'assises, je vais être condamné à plusieurs dizaines d'années de prison pour pas grand-chose. Monsieur Jean-Pierre, merci pour votre intervention. Là, on va vers la fin. Mais sinon, dernièrement, on va évoquer le rôle de l'IA dans le conflit russo-ukrainien, dispositif de cyberdéfense militaire. Donc, on va essayer de conclure par là, rapidement. Merci. Je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on est tenu par le temps. Voilà. Je vois Mohamed qui commence à regarder l'horloge. Moi déjà, le conflit ukraino-russe, pour moi, européen, il a complètement changé ma façon de voir les choses. Nizar l'a abordé. Jusqu'à présent, je faisais, moi, européen, des guerres propres. Un peu, vous savez, comme Rainbow Six. J'envoyais des missiles à tout le monde, mais moi, je ne prenais pas de grands risques. Dernière guerre que le continent européen, on est d'accord, la guerre de Yougoslavie, 90-92, ça a été un conflit limité. Là, qu'est-ce qu'on voit en Ukraine? On voit la guerre de 14-18, avec des tranchées, avec des combattants qui retrouvent ce que leurs grands-pères ou arrière-grands-pères ont connu. Moi, je ne l'ai pas connu. Moi, j'ai fait comme Nizar, 35 ans dans la gendarmerie. J'ai vu des petits conflits, mais je n'ai pas vu de conflit où je me suis retrouvé dans une tranchée, dans la boue, dans la guerre tout autour de moi. C'est une révolution complète de la façon de voir la guerre. Comme l'a dit Nizar, notre économie sur la guerre de haute intensité comme ça, quand vous tirez 2000 obus par jour, derrière, il faut qu'il y ait des gens qui les fabriquent. Et nos économies, elles sont prêtes à faire ça? Je ne crois pas. Même les Russes, il leur a fallu presque 2 ans pour pouvoir remettre leur nation en économie de guerre. Mettre une nation en économie de guerre, c'est pas simple. On l'a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a dit à Renault, t'arrêtes de faire des voitures, tu vas nous faire des chars. Et toi, tu fais quoi? Je fais de la machine à laver. Non, non, c'est fini, tu fais plus de machine à laver. Tu vas faire des obus, tu vas faire des cartes pour mettre dans les blindés, etc. Donc c'est ça une vraie économie de guerre. C'est complètement révolutionner la façon d'aborder l'économie. Et ça va coûter des millions et des millions. On voit les milliards qui sont injectés par les Américains actuellement sur le conflit ukrainien. Merci pour votre intervention, monsieur Jean-Pierre Pasma. J'ajouterais juste une idée sur l'impact de l'IA dans les guerres. Les stratèges militaires, quand on parle de guerre sur le terrain, on parle du brouillard de la guerre. Ça a été évoqué par le stratège militaire Van Clausewitz. Donc il est étudié dans toutes les écoles militaires. Je pense que Jean-Pierre, tu en as pris un peu toi aussi dans tes cours de stratégie. Et donc qu'est-ce que ça veut dire que le brouillard de la guerre? C'est qu'un chef, quand il est dans un théâtre d'opération, avec toutes les informations qui arrivent, le flux d'informations qui remonte de ses propres troupes, nous avons eu tant de pertes de chars qui ont été éliminés, nous avons telle difficulté, donc c'est des milliers de messages qui montent. L'information qu'on a trouvée sur l'ennemi, quels sont ses moyens, quelles sont ses pertes, etc. Ajouté à la pression, ajouté à la guerre de l'information, ça crée un brouillard, comme le brouillard que l'on voit le matin quand on se lève, qui nous cache notre visibilité. Eh bien, l'IA, un des atouts de l'IA pour aider dans la décision, c'est de dissiper ce brouillard de la guerre. Comment? Avant, il y avait un problème de manque d'information. Maintenant, on doit traiter l'infobésité. On a énormément de flux d'informations qui remontent du terrain et l'analyse, le cerveau humain a des capacités qui sont limitées. L'IA, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet, grâce à la multiplication des acteurs, on a plusieurs radars sur le terrain, c'est de automatiser le traitement de l'information. Au lieu que ça soit traité par un cerveau humain, on va nous donner comme information que sur la flanc gauche, nous avons des attaques. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réorienter les capteurs qui sont les satellites, qui sont la compagnie reconnaissance qui doit aller se déplacer pour voir ce qu'il se passe. Ça peut se faire grâce à l'IA. En quelques secondes, on va tout remettre les satellites sur ce côté. On va prendre l'information beaucoup plus rapidement et on va gagner des minutes, des heures par rapport à l'adversaire. Le moment que l'adversaire comprenne que l'attaque a été variantée du côté droit vers le côté gauche, avec l'IA, ça lui permettra de comprendre ça en 2 minutes, de réorienter les armes et de contrer et de riposter. Et c'est ce qui fait que sur le terrain,
On dit que l'IA a été utilisée la première fois actuellement à Gaza par Tsahal pour identifier les cibles, et donc on ne connaît pas quel est le résultat de cette opération. On sait que les historiens militaires, en fait je parle de l'utilisation de l'IA, mais les bombardements, on a une idée. Est-ce que l'IA a été pertinente? Est-ce qu'elle a été décisive? On le saura, mais il est sûr que l'IA a fait son entrée dans le champ de la bataille pour y rester et pour devenir un des outils déterminants des guerres dans le futur. Comme l'ont dit les intervenants qui étaient hier ici, on ne peut plus faire de la cybersécurité sans IA, on ne peut plus faire de l'enseignement à haut niveau sans l'IA, de la finance sans IA. Sachez que là, pour le domaine de la guerre, c'est la même chose. Il y a l'ère avant IA et l'ère après IA. Bah, Je vous remercie. merci. Bah, on va prendre quelques questions rapidement avant de... Bah, on n'a pas le temps. Donc, on va faire une transition directement. OK.